nouvelle semaine s'ouvre pour l'équipe du tribunal de l'actualité, auditeurs et auditrices de Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Cette semaine encore, la tradition est maintenue et respectée. Comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges Ofava, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bourma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, messieurs, bonjour. Pour cette première convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité auditionne Maître Guy Hervé Cam. Il est le coordonnateur du mouvement Sens et avec lui, il sera question de la lecture du mouvement Sens sur la situation sociopolitique nationale. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à vous Messieurs les juges. Et sur ce, je déclare ouverte cette première audience du tribunal de l'actualité avec les étapes des avant-propos. Juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation ? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est notre Tour du Faso qui a bien commencé. La troisième étape, c'était hier et on a l'équipe des étalons qui nous a déjà fait honneur avec un maillot jaune qu'on a perdu aussi hier, qui était porté par Paul Domon. Une équipe bien soudée en tout cas des étalons qui peuvent jouer crânement leurs chances dans ce tour-là où il y a de grands absents, ça c'est une réalité, mais qui ne fait pas de ce tour-là un tour rabais. Parce qu'on a des Belges et des Marocains qui tentent de tenir la trajectoire haute au Burkinabé sur place et non seulement, mais qui lognent et qui ont beaucoup d'arguments pour remporter aussi, quoi qu'on dise, ce Tour du Faso. C'est un Tour du Faso qui se fait avec beaucoup de stratégie. Pour ceux qui ont regardé par exemple l'étape d'hier, je pense que les Marocains ou les Belges ils ont tiré leçon de beaucoup de choses concernant les Burkinabés en observant. Ils ont vu que quand on regarde quelqu'un comme Paul Domon, c'est quelqu'un qui attend la fin pour un sprint parce que c'est là où il est fort et il a été fermé tant par les Marocains comme par les Belges à 200 mètres. C'est ce qu'ils ont travaillé à faire et puis bon, on a vu la Belgique qui a pu nous reprendre ce maillot jaune là. Mais ça n'est que la troisième étape et on espère que nos étalons cyclistes vont revenir de plus belle avec toujours la stratégie du collectif parce que ce soit la Belgique ou que ce soit le Maroc ou même quelquefois je pense que le Cameroun qui titille, derrière on voit vraiment des blocs soudés. Et puis autre élément, c'est un Tour du Faso de la résilience. Et moi j'ai vu un peu l'engouement des Ouagavillois le long des 138 km fermés d'hier. Ça veut dire qu'il y a vraiment une adhésion. Le Burkinabé continue d'aimer vraiment le vélo. Mais en même temps, pour ceux qui regardent de l'extérieur, ils se rendent compte qu'il n'y a pas Ouagadougou qui est isolé. On peut aller dans les autres villes puisque les gens y voient un vélo et il y a un circuit qui a été bien tracé. Donc pour moi, il y a ce message-là qu'on envoie qui est celui de la résilience d'un Burkina qui est peut-être peint en rouge par certains, mais où il fait encore bon vivre, où on peut encore mener un certain nombre d'activités. Il faut continuer de rêver, il faut continuer de croire et je pense que c'est ce que le Tour du Faso nous offre. Maintenant, petit élément pour terminer, Bernard Bougma avait demandé quelque chose, je pense que c'est très important, le comité d'organisation nous doit des explications pour avoir dit il y a des gens qui vont se retirer, on les voit très bien autour, qu'est-ce qui s'est passé? Et on entend dire qu'ils ne se sont jamais retirés. Quelle communication a été mise sur la table? Il faut vraiment qu'on nous dise la vérité dans cette affaire. Alors, juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première audience du tribunal? Merci Président. Aujourd'hui c'est lundi, donc je vais sacrifier à la tradition de lundi en partageant cette pensée de Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Donc faire de sa vie un rêve et d'un rêve une réalité. Rêver ne suffit pas, il faut le rendre réel. Selon beaucoup ont porté de très grands rêves, de très beaux rêves. Ils ont partagé avec des gens qui disent mais c'est génial, mais il faut le réaliser et ce n'est pas fait. Maintenant, faire du rêve une réalité, effectivement, c'est construire ce rêve-là. C'est faire prendre corps ce rêve, c'est faire en sorte que ce rêve puisse être matériel. Ça également, c'est possible. Des gens ont rêvé et ont rendu ça matériel. Et quand on va dire, ah waouh, celui qui a fait ça, il a vraiment rêvé grand. Donc, le rêver, ce n'est pas suffisant. Faire en sorte que ça se réalise, là c'est très important et c'est le plus important. Et ce que nous voyons de par le monde, ce sont des rêves
rendu réalité par des gens dans tous les aspects, dans tous les domaines de notre vie. Donc, que chacun fasse de sa vie un rêve, et surtout d'un rêve, une réalité. Et je voudrais terminer en souhaitant une très bonne semaine à tout le monde, en ayant une pensée pour les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et toutes ces personnes qui s'investissent dans l'humanitaire dans notre Burkina pour le moment en proie aux questions sécuritaires et aux défis humanitaires. Excellent lundi et agréable semaine. Le coordonnateur national du mouvement Sens, Maître Guy Hervé Cam, est notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Première question de généralité. Comment se porte le mouvement Sens dans un contexte de transition? Écoutez, déjà je vous remercie pour l'invitation. Aujourd'hui, c'est le 30 octobre. Je ne peux pas m'empêcher de penser il y a 9 ans à cette heure précise. On était aux portes de l'Assemblée avec de grands espoirs. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser à ça ce matin. Et donc, pour revenir à votre question, je dois dire que le mouvement Sens, comme tous les partis politiques, vit des moments difficiles. Vit des moments difficiles d'abord parce que nous sommes partie prenante du Burkina Faso et tout ce qui se passe dans ce pays, nous le vivons en tant qu'organisation directement. Et nous voyons donc au niveau de nos FDS, nous pensons donc à toutes ces populations qui sont déplacées, qui ne peuvent pas vivre chez elles. Et nous vivons difficilement aussi le fait d'être ostracisés, le fait d'être considérés comme faisant partie donc de ces groupes par lesquels tous les problèmes du Burkina seraient aujourd'hui venus, alors que justement nous, en tant que mouvement Sens, tous les mots qui sont dénoncés aujourd'hui, toutes les propositions de sortie qui sont tentées aujourd'hui, nous les avions déjà identifiées en 2020 et c'est ce qui avait valu notre engagement en politique. Donc, être considéré aujourd'hui comme des politiciens, donc à ce titre, être accusé comme tous les politiciens, comme étant les responsables de ce qui arrive, vous comprenez que nous le vivons très difficilement parce que nous pensons que donc si on doit faire un concours de patriotisme, nous sommes convaincus que nous ne serons pas derrière, au contraire, nous serons bien devant ceux qui se proclament aujourd'hui. Monsieur le juge, le convoqué est à vous pour les questions de généralité ou de fond. Oui, ma question de généralité va rejoindre le début de ces propos. On se rappelle qu'au début, sur la base du communiqué numéro 3, les partis politiques les activités étaient suspendues. Je pense que vous aviez dit sur ce plateau que vous n'étiez concerné outre mesure, mais le constat terrain est là. Les partis politiques sont concernés. Alors, en ce qui nous concerne, nous avions dit que nous n'étions pas concernés parce que nous sommes convaincus, et jusqu'à aujourd'hui, que cette décision en droit est une décision totalement inexistante. Maintenant, nous avons discuté avec beaucoup d'organisations politiques et la position de départ était de dire, ok, si faire une pause peut permettre d'atteindre les résultats promis, chacun de nous était prêt donc à le faire, mais de façon volontaire, pas parce que une loi inexistante en droit l'aurait imposé. Maintenant, on ne savait pas que les gens profitaient de ça, au fait, pour asseoir toute une stratégie, en fait, de division, n'est-ce pas, de la population, d'ostracisation des partis politiques. Et aujourd'hui, effectivement, le terrain est tel que les activités des uns et des autres deviennent compliquées tant que, justement, le pouvoir politique ne va pas avoir donc le courage de dire les choses. On a vu avec ce qui s'est passé avec la CGTB et les organisations de la société civile qui voulaient organiser la commémoration des 31. Vous imaginez si c'était un parti politique, quel qu'il soit, qui avait annoncé ça, peut-être que ça allait être pire. Donc aujourd'hui,
si je parle d'ostratisation, ce n'est pas à cause de la loi, mais c'est à cause donc du climat délétère que les gens ont profité donc de ce silence-là pour créer et qui met en danger pas les partis politiques, mais ça met en danger tout le Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le pays n'a jamais été aussi divisé, alors qu'on doit aller vers la cohésion. Ma dernière question de généralité concerne d'ailleurs justement ce meeting qui a été annoncé, dont les autorités ont demandé de surseoir tout simplement. Certaines organisations qui veulent commémorer cette, comme on appelle ça, l'anniversaire de l'insurrection populaire, pour demander la préservation des acquis de l'insurrection. Certaines ont refusé de prendre part de façon formelle à l'insurrection populaire en son temps. Et vous aviez en ce moment été taxé de rêveur parce que ce n'est pas possible de faire plier le président Blaise Compaoré. Aujourd'hui, ces mêmes organisations se retrouvent pour une commémoration. Bon, vous n'êtes plus membre du ballet citoyen, dans ce que je sache. Et aujourd'hui, le ballet citoyen avec ces organisations, est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence au fond? Écoutez, ceux qui ont tué Thomas Sankara se retrouvent aujourd'hui à commémorer et à célébrer Thomas Sankara. Donc moi je pense que un des messages de l'insurrection, c'était aussi construire un Burkina nouveau. Et ce Burkina nouveau-là, il ne se crée pas dans la division. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'une organisation comme le Ballet citoyen a commémoré l'insurrection avec l'ensemble de ces forces-là. C'est depuis longtemps. Pour nous, dès lors que l'insurrection a été réalisée, ce que nous avons dit, la meilleure façon de vendanger les acquis de l'insurrection, c'était de dire que l'insurrection appartient à Pierre et non à Paul. Mais il ne fallait pas justement vendanger ces acquis-là. Et pour faire fleurir les acquis de l'insurrection, il fallait réunir tous les Burkinabés autour de cette question-là. Et c'est vrai qu'on a reproché à certaines organisations, à certains moments, de ne pas avoir participé à l'insurrection, mais on s'adresse, l'insurrection, c'était le fait, moins des organisations que du peuple lui-même. Et ce peuple-là, il se retrouvait partout. Il se retrouvait donc dans toutes les organisations. Et à partir de ce moment, commémorer avec ces organisations-là ne pose pas un problème. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a une commémoration officielle, n'est-ce pas, de l'insurrection. Moi qui vous parle, vous êtes des journalistes, peut-être que vous êtes plus informés que moi, mais moi, je n'ai jamais entendu le MPSR faire une référence à l'insurrection. Jamais. Je n'ai jamais entendu depuis le 24 janvier 2022 faire une référence à l'insurrection. D'ailleurs, un des soutiens fervents du régime disait hier seulement chez un de vos confrères qu'il fallait plus célébrer, commémorer donc l'insurrection, ni d'ailleurs le 13 janvier. Donc, j'ai dit que si aujourd'hui il y a une commémoration officielle en fanfare de l'insurrection, nous, en tant qu'insurgés, nous sommes très heureux. Pourquoi? Parce que nous considérons qu'en commémorant l'insurrection, on s'inscrit dans le message des insurgés. Or, le message des insurgés, c'était quoi? Le message des insurgés, c'était plus jamais ça. Et le ça, c'était la mauvaise gouvernance, c'était les crimes de sang, c'était les crimes économiques, c'était le népotisme, c'était tous les vices qui nous avaient conduits donc à la situation à laquelle on était au 30 et 31 octobre 2014. À partir de ce moment, toute personne qui veut célébrer l'insurrection est pour nous la bienvenue, parce que ça veut dire que la personne adhère, n'est-ce pas, aux promesses de l'insurrection. Donc nous ne pouvons que nous enorgueillir, parce qu'on s'est dit que tôt ou tard, les promesses de l'insurrection vont se réaliser. La parole au juge Vaha. Oui, c'est vrai qu'on revient toujours sur cette insurrection. Vous m'ôtez le mot de la bouche. Beaucoup aujourd'hui trouvent que ça ne sert même pas de revenir sur cette date-là ni de la célébrer, parce que lorsqu'ils reviennent dans leurs argumentaires, ça change quoi? Il y a eu beaucoup d'espoir, c'est vrai, mais après, on a un président civil qui a passé la main à un président civil, lequel n'a même pas pu finir son deuxième mandat. Et puis après, on est à un deuxième coup d'État. Ils regardent, ils disent, mais le Pénin ne devait être comme avant là. Il est passé où? Parce que c'est devenu peut-être pire qu'avant.
Et donc, quand ils regardent la date, beaucoup qui étaient sortis même disent aujourd'hui, écoutez, est-ce que ça vaut vraiment son pesant d'or? Comme je l'ai dit, probablement, on était ensemble, on n'avait pas les mêmes rêves. Probablement, on était ensemble, on n'avait pas les mêmes connaissances, n'est-ce pas, ni de la vie en général. Je vais vous dire une chose. Dans ma vie, dans votre vie, 9 ans, c'est pas grand-chose. Dans la vie d'un État, 9 ans, c'est absolument rien. Donc, ceux qui pensent qu'à 9 ans, ce que nous avons critiqué, ce qui nous a envoyé dans la rue pour demander donc le plus jamais ça, se trompent en pensant que ça peut changer à 9 ans. Non. Nous avions dit que ce que nous avons réalisé en faisant partie de Blaise Compaoré, en faisant respecter l'article 37 de la Constitution, c'était la bataille, la plus petite des batailles. Parce qu'en 27 ans, vous ne pouvez pas terrasser ça en 2 jours. Il faut déraciner ça. Et pour déraciner, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai été président de la commission des réformes constitutionnelles, institutionnelles et politiques sous la transition. Nous avions vu venir ça et nous avons dit que pour consolider la démocratie, il fallait faire les états généraux de l'armée. Parce que tous les entretiens nous avaient montré que le Burkina avait un problème en son armée. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Par la faute de l'armée, parce qu'il y a eu un coup d'État qui a empêché la transition de dérouler son programme final. Et effectivement, il y a eu le coup d'État et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les militaires ont encore intervenu dans la vie politique et nous voilà dans l'état où on se trouve. Quant aux politiques, il y avait des dispositions qui étaient précises. On avait prévu que tous les candidats devaient signer une charte. Pourquoi ça n'a pas été signé? À cause du coup d'État. Donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites et aujourd'hui, le plus jamais ça, c'est aussi et encore pour nous un engagement. C'est aussi et encore pour nous un cri de guerre qui nous conduit à nous battre, à continuer à nous battre. Peut-être que ça sera la vie de notre génération, mais nous restons convaincus que l'avenir de ce peuple pour les générations futures n'est pas encore perdu et qu'il y a des ressorts qui nous permettront de nous mettre sur les rails pour réaliser, n'est-ce pas, le rêve de l'insurrection tout simplement. Est-ce que vous avez des regrets? Absolument pas. Moi, je vais vous dire une chose. À chaque fois, quand je pense à l'insurrection, je pense à ceux qui ont perdu la vie. Je pense ensuite à ceux qui ont été blessés et qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas réparés. Mais ce à quoi je pense aussi, c'est cette leçon de démocratie que notre génération a pu donner. Quand le peuple veut, le peuple peut. C'est très important. Et cette leçon de démocratie-là, elle sert aujourd'hui, elle va servir dans 10 ans, dans 20 ans et dans 50 ans. Et comme je l'ai dit, l'histoire des peuples, c'est pas un long fleuve tranquille. L'histoire des peuples, ça se joue sur la durée. Et cette date, les 30 et 31 octobre, ça comptera dans l'histoire du Burkina comme 1789 compte dans l'histoire de la France. Et nous rappelons aux auditeurs qui nous prennent en marche sur Watt FM que Maître Guy Hervé Cam, coordonnateur national du mouvement Sens, est notre convoqué à la barre. Une autre question, le MPSR du capitaine Ibrahim Traoré a bouclé une année de gestion à la tête de l'État burkinabé. Aujourd'hui, en termes de bilan, qu'est-ce que vous retenez? Alors, on va retenir forcément des choses favorables. On va retenir aussi des regrets. Alors, les choses favorables, que peut-être même le MPSR2 ne mesure pas, c'est cet espoir collectif que le MPSR2 a suscité à un certain moment, notamment au moment de sa prise de pouvoir. Et cet espoir s'est traduit par quoi? Cet espoir et cette espérance se sont traduits par le soutien de beaucoup de jeunes, se sont traduits par l'acceptation par la population d'énormes sacrifices. On a augmenté les prix des denrées et les populations ne se plaignent pas, elles l'acceptent. On a demandé aux gens de contribuer, les gens ont contribué. On a demandé à recruter des VDP, les gens y sont allés.
On a suspendu irrégulièrement les activités des partis politiques. Les partis politiques ont accepté. Mais tout ça, c'est donner une chance pour que le pays sorte de cette difficulté-là. Ça, ce sont des acquis. Mais il y a forcément des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, tous les efforts semblent orientés vers la guerre. Il faut faire la guerre. Comme l'a dit quelqu'un, on peut tuer des terroristes, mais on ne tuera pas le terrorisme. Pour gagner la guerre, il nous faut créer les conditions déjà de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, par rapport à leur ethnie, sont stigmatisées. Ce sont des faits, c'est la vérité. Aujourd'hui, le pays est divisé. On dit le problème du pays, ce sont les politiques, ce sont les intellectuels. Donc, sur le terrain de la cohésion sociale et de l'unité nationale, qui fait partie des objectifs de la charte, prévue donc à l'article 2 de la charte de la transition, qui fait partie des objectifs du plan de stabilisation de la transition, il y a problème, il y a un échec. Donc, il faut que aujourd'hui, on saisisse l'espoir que la transition représente. Mais pour saisir cet espoir-là, il faut 44 millions de mains, c'est-à-dire les 2 mains des 22 millions de Burkinabés. Si une seule partie pense qu'elle peut saisir cet espoir-là pour tout le monde, cet espoir est tellement lourd qu'il va écraser tous les Burkinabés. Et ça, il faut que nous en soyons conscients. Et les autorités qui nous dirigent aujourd'hui et la population, et qu'on comprenne que personne ne fera le bien de l'autre. C'est chacun et tout le monde qui se mettront ensemble pour faire le bien de tout le monde. La priorité aux premières heures de cette transition, elle était connue, c'est la question sécuritaire. Aujourd'hui, en termes d'avancée, est-ce qu'il y en a eu selon vous? Écoutez, moi je n'ai pas entendu de bilan officiel, n'est-ce pas, sur la question sécuritaire, à part, voilà, c'est que des soutiens autres disent. Mais au niveau du mouvement, nous on a essayé de tirer un bilan. Sur le plan factuel, quand vous constatez par exemple que en octobre 2014, il y avait 4000 écoles fermées et que 2022, il y avait 4000 écoles fermées et qu'en mai 2023, il y en a 6000, vous vous posez des questions. Mais ceci étant, on dit que notre armée a eu beaucoup d'équipements, que notre armée, et ça c'est factuel, a eu donc beaucoup de recrutement tant pour les militaires, tant pour les supplétifs de l'armée que sont les VDP. Donc, à un moment T, on peut considérer qu'il y a des régressions, mais c'est aussi probablement des régressions qui sont dues à la réorganisation. Peut-être. Moi, ce que je retiens, c'est que le gouvernement actuel nous a donné un délai. Et ce délai, c'est de réussir donc la sécurisation du pays et de transmettre le pouvoir à des civils en juillet 2024. Et c'est en juillet 2024 qu'on va juger. Pour l'instant, jusqu'à présent, le gouvernement ne nous a rien dit. S'il nous dit, vous savez, dans un match de football, vous pouvez être mené 3-0 et puis gagner à la fin du match. Donc l'échéance, c'est en juillet 2024. En juillet 2024, le gouvernement aura réussi à mettre le pays en sécurité, à organiser des élections et il part avec les honneurs. En juillet 2024, il n'aura pas réussi à organiser il n'aura pas réussi à amener la sécurité, donc il ne pourra pas organiser les élections. Ça veut dire c'est en ce moment seulement que ça voudra dire qu'il a échoué. Donc pour l'instant, laissons-les dérouler dans le temps qu'on leur a concédé et en espérant pour le Burkina Faso et pour l'Afrique que cette promesse sera tenue, parce que si cette promesse est tenue, ça veut dire que le Burkina sera libéré. Déjà, vous dites qu'il n'y a rien d'officiel. Le Premier ministre, il y a plusieurs mois, a parlé de 65%. Très récemment, le chef de l'État, elle l'a dit, il n'existe pas cette portion du territoire où l'armée burkinabé ne peut pas mettre le pied. Mais vous pouvez bien comprendre, l'armée burkinabé peut partir partout au Burkina. Mais on nous a toujours dit aussi, on ne va pas mettre un militaire derrière chaque Burkinabé. Je pense que le plus important, c'est
de la victoire sur le terrorisme. Et la victoire sur le terrorisme, je suis désolé, elle se mesure au nombre des incidents, au nombre des décès. Donc, lorsque on se trouvera dans une situation où les terroristes ne pourront plus déployer leurs actions parce que toutes les actions seront tuées dans l'œuf, en ce moment seulement, on va dire qu'on a gagné. Aujourd'hui, l'armée peut aller partout, mais moi, vous allez donc dans le pays sans chez ma mère, mais moi je sais que tous nos parents qui étaient donc au village ont déguerpi. Donc peut-être que l'armée peut aller au village, mais ce qui peut intéresser, c'est que ces parents-là retournent s'ils le veulent, ou en tout cas ne soient plus déplacés dans leur propre pays. Donc on ne peut pas mesurer à cette aune-là. C'est pour ça que j'ai dit, ils nous ont promis la sécurité au 1er juillet 2024. Faisons tout pour les aider à nous donner la sécurité en 2024, parce que en juillet 2024, parce que c'est en ce moment-là que le tribunal de l'histoire du Burkina et non le tribunal de l'actualité va juger. Sauf si eux-mêmes nous disent un jour, oui, le 1er juillet on va réussir, ou le 1er juillet on ne va pas réussir, parce qu'on entend des gens dire qu'il faut prolonger la transition. Mais si la transition est prolongée, c'est qu'elle a échoué. Ça, il faut le dire. Donc, on attend de voir. Le chef du gouvernement lui-même l'a dit. Ils ne sont pas dans les conditions pour tenir les élections en juillet 2024. Il a répété ce vendredi. Le président ne l'a pas dit. C'est le président qui a pris la promesse. D'accord. Juge Baha, allez-y. Tout à l'heure, sur les points, c'est des bons points, mauvais points. Vous disiez pour les bons points qu'il y a l'espoir suscité en son temps, et qui a permis que, il y ait l'acceptation de l'engagement ou l'acceptation des restrictions. C'est selon, pour les partis politiques, vous donniez des exemples. Mais pourquoi en son temps? Vous pensez que cet espoir s'est effrité? Évidemment que si on veut, je n'ai aucune statistique, mais connaissant quand même le pays, si on veut mesurer entre l'espoir qu'il y avait donc au 2 ou 3, disons en octobre 2022, et ce qu'il y a en octobre 2023, il est évident que ça ne sera pas la même chose. Vous trouvez qu'il a régressé? Pardon? Il a régressé. Les Burkinabés ont moins confiance sur un PRC2, au capitaine. Les Burkinabés ont beaucoup plus de doutes sur la perspective. Vous voyez, je parle des Burkinabés ont plus de doutes sur la perspective. Mais je vais prendre mon propre cas. En 2022, moi, j'ai jamais pensé que notre pays pouvait être au bord, n'est-ce pas, d'une crise sociale interne grave. Petit à petit, 2022, fin 2022-2023, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que j'ai commencé à être un homme inquiet. Inquiet pour mon pays. Quand je voyais des audios s'en prendre, n'est-ce pas, clairement, ouvertement, soit à des ethnies, soit à des leaders des légitimités sociales de notre pays. Moi, j'ai entendu pour la première fois des audios s'en prendre à des chefs respectés, que ce soit des chefs religieux ou des chefs coutumiers. Puis, on est allé un peu plus loin avec ce qui s'est passé lors de la marche commémorative de 30 et 31. On a vu dans notre pays, n'est-ce pas, des gens menacés ouvertement de mort avec des machettes. Quand vous connaissez le monde, en 2002, moi j'ai travaillé avec Avocats sans frontières, j'ai travaillé sur le contentieux donc, du génocide du Rwanda, et j'ai vu que c'est comme ça que les choses commencent. Donc aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. En plus du terrorisme, on a un risque de fracture interne. Il y a un risque sérieux de voir des civils s'en prendre entre eux. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que tout Burkinabé patriote qui aime ce pays-là doit être inquiet. Et ces inquiétudes-là, ça ne renforce pas, n'est-ce pas, la confiance et l'espoir qu'on avait porté donc en octobre 2022.
Mais quand on voit les messages, et même sous Roch Kaboré, on avait des messages de haine. On avait même quelquefois des injures à l'endroit de responsables coutumiers. Ça, on l'avait déjà vu depuis Roch Kaboré. Bon, ça s'est un peu exacerbé aussi sous le MPSR 1, avec même des communications, on se rappelle notamment des chefs coutumiers et tout. Donc ça ne date pas de maintenant. Non, on est monté vraiment en gamme. Hein. Vous avez vu des gens sortir aiguiser des machettes. Vous avez vu des gens sortir avec des flèches. Vous avez vu des audios où des gens disaient que ceux qui vont sortir le 31, il faut les décapiter, il faut les égorger. Ah, on a entendu ça. Et ça, c'est quand même une première dans notre pays. Et l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de dire, c'est des discours, ça ne va pas se faire. Les actes ont toujours été précédés par des discours. Moi, je pense que notre capacité à sauver ce pays, ça sera aussi notre capacité à juguler ces choses-là. Ce n'est pas normal et ça ne doit pas se faire. Le Burkina ne peut pas se permettre de se diviser sur aucun plan. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, la pluie ne peut pas nous battre et nous, on se bat nous-mêmes. Donc, il faut que tous les fils et les filles de ce pays-là soient réunis pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est le MPSR 2 qui dirige le pays. C'est à lui de créer les conditions de la cohésion sociale et de l'unité nationale, qui est une condition sine qua non de notre victoire. On ne peut en aucun cas gagner sur le terrorisme si nous-mêmes, on ne parle pas d'une même voix. Mais dans une famille, quand il y a des soucis, qui doit régler? C'est le père et la mère. Aujourd'hui, si on veut transposer, la responsabilité première, c'est le régime donc du MPSR de régler ces questions-là et de mettre tout le monde en ordre de bataille. Malheureusement, on ne peut pas mettre tout le monde en ordre de bataille sur l'arbitraire. On ne peut pas mettre tout le monde en ordre de bataille quand le pouvoir n'est pas aux mains de l'autorité, mais quand le pouvoir est de façon diffuse à tous les coins de rue. Justement, sur la question de la division, moi je me rappelle qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on était à l'étape on parlait de réconciliation nationale, il y avait des débats retour de Blaise Compaoré, il y avait une philosophie de la réconciliation. Mais en son temps, vous disiez aussi quelque chose, que les Burkinabés n'ont pas besoin de se réconcilier entre eux, c'est les affaires entre les politiciens, ceux qui ont des problèmes entre eux, vous l'entendez le dire. Absolument, et ça je le répète. Mais aujourd'hui vous dites, non, les Burkinabés ont besoin d'être réconciliés. Oui, parce qu'aujourd'hui, un Peul ne peut pas prendre le car de Ouagadougou à Bobo Dioulasso en passant par Dédougou sans risquer sa vie. Aujourd'hui, un Peul, parce qu'il est Peul, ne peut pas prendre la route de Bobo Dioulasso à Nyangologo sans risquer sa vie. Il n'y avait pas ça. Mais ça, justement. En son temps, quand vous le disiez, oui, les gens du CISC qui existaient encore dénonçaient cela. Ils disaient que les Peuls ne pouvaient pas, ils avaient le délit du fascisme. Non, là, vous vous trompez Ils disaient la même chose. Vous vous trompez de canal. On parlait d'une réconciliation et je disais c'est une réconciliation entre politiques. Et j'ai dit que le Burkina n'avait pas de problème entre ses populations. Ça, je l'ai toujours dit. Mais aujourd'hui, on a des problèmes entre les populations. Hier, moi, j'ai discuté avec des jeunes dans un groupe et il y a un jeune qui n'a pas craint de dire que ce sont les Peuls à qui nous avons pourtant remis nos terres qui ont fait entrer le terrorisme dans notre ville. Mais c'est très grave. Mais est-ce que c'est pas maintenant que M. Guévécam voit ça? Parce que je vous dis encore, il y en a qui vous dénonçaient en son temps quand vous disiez les Burkinabés n'ont pas de problème entre eux. Non. J'ai dit, les Burkinabés, c'est quand est-ce que les gens disaient ça? Le 6, c'est quand même en 2016. Le 6. Donc, ce que je vais dire, c'est que lorsqu'il y a eu l'insurrection, on nous a bombardé avec une théorie donc de la réconciliation nationale. Et cette réconciliation nationale, dont on a vu une des facettes, c'était de faire venir Blaise Compaoré au Burkina. Mais ça, c'est pas ça la question de la réconciliation nationale. Moi, quand je parle, excusez-moi, je ne parle pas de réconciliation nationale. C'est vous qui avez parlé de réconciliation. Moi, j'ai parlé de cohésion sociale et de l'unité nationale. Non, mon propos, c'est donc, non, c'est parce que c'est différent. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit dès le départ. J'ai dit, lorsqu'on parlait de réconciliation nationale. Mais ça, c'était une réconciliation entre politiciens en désamour. Oui, pour moi, je ne mettais pas le débat de la vision pour la réconciliation ou quoi que ce soit. C'est plutôt le fait que vous disiez en son temps, les Burkinabés n'ont aucun problème entre eux. Oui, alors qu'en son temps, il y avait des Burkinabés qui disaient il y a problème. Il y a une partie qui En son temps, je disais qu'un Burkinabé était
est libre chez lui à Ouaga, il était libre chez lui à Dori, il était libre chez lui à Gawa, il était libre chez lui à Nyangologo. C'est ce que je disais. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. On va permettre au juge Bougma de réagir. Oui, effectivement, vous dites que c'est à l'autorité de créer les conditions pour que les Burkinabés puissent ensemble juguler cette crise. Alors, effectivement, la question c'est comment? La question c'est comment? Oui, c'est comment est-ce que l'autorité peut procéder? C'est très simple. Honnêtement, c'est très simple. Vous avez aujourd'hui une grande partie de la population qui croit savoir qui sont les terroristes. Donc, qui pour eux, si on tue ces personnes-là, on a réglé la question du terrorisme. Vous avez une autre partie de la population qui croit savoir qui sont les causes des malheurs de notre pays. Et pour eux, tant qu'on égorge, on décapite ces personnes, on a réglé le problème. Mais toutes ces personnes qui font ça, le font pour lutter contre le terrorisme et le font pour soutenir, n'est-ce pas, le régime qui pour eux est la solution. En ce moment, la solution est très facile. Il appartient à celui au nom de qui les gens font ça. Il appartient à celui à qui ces gens ont donné leur confiance, pour qui ces gens sont prêts de mourir, de dire, si vous m'aimez, si vous me faites confiance, voilà ce que vous devez faire. C'est simple. Voilà. Ce que vous dites, c'est vrai, il appartient à l'autorité de créer les conditions pour cela. Mais la réalité, c'est que on a, si je prends par exemple la question électorale, objectivement, tout le monde sait que juillet 2024, ce n'est plus tenable. Ah bon? Oui. Moi, j'ai discuté avec des gens, des techniciens qui pensent que c'est tenable. Ce n'est plus tenable. Ils disent oui, mais dans les faits, je dis bien, dans les faits, ce n'est plus tenable. Compte tenu d'un certain nombre de facteurs et de choses à mettre en place. Ce qui manque, c'est que c'est le courage de s'asseoir, de se parler, pour dire qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là. C'est ce qui manque. Mais on dit non, c'est tenable. Oui, il y en a qui disent ce n'est pas tenable. C'est tenable, ce n'est pas tenable. Donc il y a deux camps. Il y a un camp qui dit ça tient, il y a un camp qui dit ça ne tient pas. Le chef de l'État, même lors du grand oral, a dit que c'est quand tous les Burkinabés seront capables de voter qu'on aura l'élection. À ce rythme-là, est-ce qu'en juillet 2024, nous pouvons créer les conditions d'un retour total de l'administration, de tout ce qui est, comment on appelle ça, conditions favorables, retour, installer des déplacés internes pour pouvoir, je suis optimiste, permettre aux candidats de battre campagne, de préparer tout ce qui est arsenal administratif, révision liste électorale et tout, et tenir les élections à bonne date pour que le pouvoir soit transmis en juillet 2024 à la date indiquée. Moi je dis bien, si on veut être objectif, on sait que ça, c'est pas tenable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux camps ne se parlent pas. Chacun attend à ses arguments. Il y en a qui attendent que la date butoir arrive pour dire bon, compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu les élections, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On a fait un objet de revendication. D'autres également se préparent pour dire créer les conditions d'un report d'ailleurs de ces élections. Parce que la priorité, c'est le processus électoral. Malheureusement, les deux camps n'ont aucune, comment on appelle ça, il n'y a aucune table de discussion qui est créée. Alors déjà, il faut préciser quelque chose. Quand vous dites les deux camps ne se parlent pas, j'imagine que vous voulez parler aussi du camp des politiques. Parce que si c'est le camp des politiques, je vais vous dire que puisqu'il n'y a pas eu de discussion, on ne peut pas dire aujourd'hui que les politiques font du 1er juillet 2024 un fétichisme. Oui, mais non, je précise. Okay. Parmi ceux qui disent que c'est tenable, ce n'est pas seulement des hommes politiques. Il y a des hommes politiques qui disent que ce n'est pas tenable. D'accord. Voilà, donc quand je parle des deux camps, je ne parle pas des camps des partis politiques et le camp de ceux qui ne sont pas dans des partis. Non, je parle de toutes ces personnes. Certains sont dans des partis politiques et qui disent objectivement, quand je regarde G 2024, ce n'est pas possible parce que même moi dans ma localité, voici, et qui déroulent des arguments. Donc, quand je parle des deux camps, c'est avec à l'intérieur des hommes des partis politiques, des hommes de politique et pas. Ok. Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est que il n'y a, en tout cas pour nous, il n'y a absolument aucun fétichisme sur la date du 1er. Aucun. Ceci étant, je reviens encore
sur la question, n'est-ce pas, de la cohésion, de l'unité. Et je dis que le choix de la destinée du pays appartient à tous les Burkinabés pris individuellement. Dans ces conditions, effectivement, la seule chose à laquelle, en tout cas, on peut légitimement avoir droit, c'est de dire que cette décision-là, ou en tout cas comment on doit gérer notre pays après, ça doit être une décision collégiale de l'ensemble des Burkinabés. À partir de ce moment, il appartiendra donc au régime d'ouvrir des discussions, mais des discussions sincères et sérieuses. Ça ne devrait pas être des discussions comme ce qu'on a vu les 13 et 14 octobre 2022 à Ouagadougou. Non, cette fois-ci, il faut quand même des décisions qui sont représentatives de l'ensemble des Burkinabés pour que l'ensemble des Burkinabés décident de ce qu'on fera et de ce qu'on fait de notre pays. Alors, l'autre aspect de mon argument qui fait que j'ai dit quand on regarde ces mêmes partenaires, c'est que pour ceux qui sont au pouvoir, les élections vont se faire également sur la base d'une nouvelle constitution. Qui dit constitution doit passer, bon peut-être pas, mais en tout cas on pourra envisager un référendum. Dans ces conditions, ce référendum s'organise avec qui? Si tout le monde doit pouvoir voter, alors, et préparer les conditions du référendum dans un Burkina de paix où tout le monde peut aller rapidement chez lui et tout. Alors que j'ai dit bien, il y a une nouvelle, et ça le Premier ministre l'a dit à l'Assemblée nationale, le chef de l'État l'a plus ou moins évoqué, et le Premier ministre ce week-end encore à Koudougou en disant que les élections ne seront pas possibles en juillet 2024, est revenu également sur la nécessité d'avoir une nouvelle constitution. Donc quand je mets tous ces éléments ensemble, je dis c'est parce qu'on ne se parle pas. Sinon, objectivement, si on doit réunir toutes ces conditions, juillet 2024, il faut avoir le courage de dire que ce n'est pas tenable. Mais vous savez, moi je n'ai aucun fétichisme, comme je l'ai dit encore, sur la question des élections. Mais vous savez que les élections et l'adoption d'une nouvelle constitution, ça peut être des élections couplées. Donc, sur ce plan, il n'y a aucun problème. Mais ce que j'ai dit et qui est important pour la suite, n'est-ce pas, de l'avenir de notre pays, c'est que ce qui doit être fait de notre pays doit être discuté par l'ensemble des forces représentatives du pays. C'est ce que j'ai dit. Il y a eu un coup d'État en janvier 2022. Il y a eu un coup d'État en octobre 2022. Nous souhaitons qu'il n'y en ait plus. Nous souhaitons que le coup d'État du MPSR2 soit le dernier. Mais pour cela, nous disons qu'il faut maintenant que tous les Burkinabés puissent discuter de ce qu'on va faire de notre pays. Vous ne pensez quand même pas que tous les jours, il va falloir que quelques personnes décident pour 22 millions de personnes. Ça, c'est pas possible. Il faut que toutes les forces représentatives participent à la discussion. Et moi, je fais confiance à la capacité créative du peuple burkinabé à sortir donc des périodes les plus difficiles. L'exemple d'octobre 2014 le montre si bien. La situation était catastrophique. On s'en est sorti et je pense que c'est encore possible aujourd'hui et c'est encore possible pour le président de la transition, n'est-ce pas, de se mettre au-dessus de la mêlée et de donner des orientations claires sur ce que l'on veut pour notre pays, sur ce que lui-même il veut pour le pays. D'accord, nous sommes pris par le temps, nous allons évoluer dans la discussion. Beaucoup de reproches sont faits aujourd'hui à la justice burkinabé. Certains vont jusqu'à demander une réforme de notre système judiciaire. Le chef de l'État, au cours de certaines sorties, n'a pas manqué de le dire. Il a reproché la lenteur du traitement de certains dossiers au plan judiciaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense tout simplement que moi, je peux critiquer la justice. Je peux reprocher des lenteurs de la justice. Parce que je suis un citoyen, je suis un avocat, je suis un défenseur des droits et je peux le faire. Ce que je pense, c'est que le président de la République, le président de la transition, ne peut pas reprocher les lenteurs de la justice. Parce que s'il y a des lenteurs de la justice, soit ce sont des fautes professionnelles, et en ce moment, il donne des instructions au ministre de la Justice pour sanctionner ces fautes pour notre bonheur à nous tous, soit c'est aussi de la responsabilité de l'État qui ne met pas les moyens à la justice pour faire son travail, et encore, c'est encore l'exécutif qui doit mettre les moyens à la disposition de la justice.
Voilà ce que je peux faire comme commentaire. Ceci étant, moi je considère aujourd'hui que les reproches qui sont faits à la justice par beaucoup de personnes sont liés à son indépendance. Vous savez, c'est au Burkina comme ça, c'est dans tout le monde entier comme ça. Aucun pouvoir politique n'est amoureux d'une justice indépendante. Chacun veut que la justice soit son bras armé. C'est comme ça. Personne ne veut se faire harakiri. Les gens n'ont d'égard, n'ont de considération pour la justice que lorsqu'ils sont dans la position du faible. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, moi j'entends des gens qui ont marché par exemple le 29 septembre 2023 pour demander qu'on change la justice. Mais quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils veulent qu'on change la justice, ils ne savent pas. La vérité c'est ça. Mais on veut tout simplement que on puisse faire dire à la justice ce qu'on veut qu'elle dise. Et ça, ce n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs une des réussites fondamentales de l'insurrection de 2014, d'avoir soustrait la justice de l'emprise du pouvoir politique. Et ça, je pense que les Burkinabés doivent se rappeler que c'est une victoire que nous devons protéger délicatement. Parce que le jour où on va perdre une justice indépendante, vous, les juges, moi et l'ensemble du peuple, personne ne sera en sécurité. Parce que sans une justice indépendante, c'est le règne de l'arbitraire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enlèvements. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le faire par la justice. Si on pouvait le faire par la justice, je suis convaincu qu'il n'y aurait pas eu d'enlèvement. Cette même justice indépendante est restée muette par rapport aux menaces avec les machettes dont vous évoquiez tantôt. Moi, j'aime dire que l'horloge de la justice se retarde parfois, mais que son heure finit toujours par sonner. Et j'espère que cette fois-ci aussi, l'heure de la justice sonnera contre ceux qui ont fait ces menaces-là. Juge va. C'est vrai que vous dites les rapports entre les pouvoirs et la justice, c'est souvent assez tendu. Mais quand on regarde sous le MPSR2, c'est plus que tendu. On a vu l'épisode, par exemple, de la guérisseuse. Ça, c'est assez symptomatique des choses. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Au-delà du fait que ce soit normal que ce soit tendu, mais là c'est plus que tendu. Non, ce qui peut expliquer cela, c'est que on est dans un régime assez hybride. On est dans un régime démocratique, mais c'est dans un régime semi-démocratique, semi-régime d'exception. Du fait que, de ce fait-là, les gens, plus que dans un régime démocratique, ne peuvent pas comprendre que on puisse demander des choses à la justice et qu'elle ne le fait pas, alors que ce sont une organisation comme ça. Écoutez, c'est juste, c'est une question d'école, c'est une question d'éthique. Vous voyez, par exemple, les militaires, moi j'aime dire en rigolant, un officier, si vous avez un officier ami, il parle à l'impératif. Fais-le, et c'est comme ça. Mais quand on rentre dans un système où fais-le ne marche pas, ça pose des problèmes. Oui, en ce qui concerne la justice burkinabé d'ailleurs, vous êtes l'un des avocats, anciens magistrats, qui parfois tiraient à boulet rouge sur cette même justice, surtout sur les magistrats. Sur certains points, vous n'êtes pas, en tout cas, en accord. Le chef de l'État a dénoncé également une situation où il est diffamé, il est parfois pris à partie sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas d'autosaisine. Parce qu'il n'y a pas d'autosaisine en la matière. Dans les atteintes à l'honneur des personnes, il n'y a pas d'autosaisine. On ne peut être saisi que sur la base, n'est-ce pas, de la plainte de la victime. Donc, si le chef d'État estime que son horaire a été bafoué, il demande à des avocats de faire la procédure parce que la justice ne peut pas s'autosaisir sur cette question. Même quand il y a outrage fait au chef de l'État et tout, c'est à lui de le faire. C'est différent. C'est différent. Lorsque il y a l'outrage à chef de l'État ou à une autorité, c'est une infraction à part. Ce n'est pas une atteinte à la personne. Donc voilà. En termes de gouvernance, on va terminer par cet aspect. Il y a tout de même eu certaines réformes. On parle de la neutralité, de la méritocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la gouvernance vertueuse est aujourd'hui une réalité? Moi, j'aime dire toujours que les textes ne valent que ce que valent les hommes chargés de les appliquer. Je note bien que c'est sous cette loi qu'il y a une nomination à l'ONEA qui pose toujours problème. Et c'est pas le seul.
Donc, il ne s'agit pas de prendre une loi et ne pas l'appliquer. Moi, je suis le Conseil des ministres. Je vois des nominations à des fonctions de direction dans les sociétés d'État. Et je sais que dans la loi, ce sont des fonctions qui doivent être pourvues par appel à candidature. Et il n'y a pas eu d'appel à candidature. Donc, entre la loi et l'effet recherché par la loi, il y a un pas qu'il faut franchir et je pense qu'on n'a pas encore franchi ce pas-là. Je vais. Dans le principe, une transition, c'est appelé à s'achever. Et je pense que, même si vous disiez tout à l'heure que la rencontre à Ouaga 2000 n'a pas transpiré tout ce qu'on voulait en termes de sincérité, peut-être, mais il y a une date encore qui a été donnée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez, chez les autorités de la transition, vraiment entrevoir même une fin de cette transition ? Bien sûr qu'on ne la sent pas. Écoutez, lorsque le président de l'Assemblée nationale, à la conférence de l'Union parlementaire africaine, dit que, avant de parler des élections, ceux qui parlent des élections n'ont qu'à venir sécuriser le pays. Mais ce n'est pas eux leur travail de sécuriser le pays, c'est nous notre travail de sécuriser notre pays. Lorsque le Premier ministre dit à l'Assemblée nationale, ceux qui veulent les élections, bien, s'ils ont sécurisé le pays, même demain, on va organiser des élections. Mais ce n'est pas à ceux qui demandent des élections, ce n'est pas la population lambda à sécuriser le pays. C'est le rôle de l'État de sécuriser le pays. C'est le rôle de la transition de sécuriser le pays. Ça fait partie du point 1 de l'article 2 de la charte de la transition qui dit que donc la sécurisation du pays. Donc, et lorsque le Premier ministre dit ça, ça pose des problèmes. Lorsque le chef de l'État aussi dit ça, ça pose des problèmes. Donc, il faut que les rôles soient clairs. Les seules personnes qui ont la responsabilité morale, qui ont la responsabilité politique de la sécurisation du pays, c'est le gouvernement. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a des réalités. Il y a des réalités. On sent que il y aura des problèmes par rapport aux élections en 2024. Mais moi, je pense que, justement, sur cette question, le pouvoir politique, l'autorité politique doit avoir le courage d'ouvrir des discussions à temps sur le sujet. Mais sinon, dire comme ça, si vous voulez les élections, venez faire la sécurité. Dans ces conditions, partez, donnez la place à d'autres personnes qui vont faire la sécurité et qui vont organiser des élections. Point final pour cette première audience de la semaine du tribunal de l'actualité. Je rappelle que Maître Guy Hervé Kam, coordonnateur national du mouvement Sens, était notre convoqué à la barre. Avec lui, il a été question de la lecture du mouvement Sens sur la situation sociopolitique nationale. Merci d'avoir répondu à la convocation. C'est moi qui vous remercie. Merci, juge Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Vara, pour les clés de lecture apportées. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.